Personne n'aurait cru qu'une histoire pareille puisse commencer sous la pluie, devant une vieille faculté parisienne, entre une héritière politique qui fuyait son propre nom et un étudiant étranger qui n'avait dans ses poches qu'une carte de transport. Quelques économies et une idée presque naïve de la France. Et pourtant, c'est précisément ce genre d'histoire qui force les gens à se poser une question dérangeante. Que reste-t-il de la France quand on enlève les cartes postales, les dîners officiels, les monuments illuminés et les discours patriotiques? Elle s'appelait Élise Beaumont. Dans les journaux, quand son visage apparaissait par accident, on la présentait rarement comme une personne entière. On disait seulement « la nièce du président de la République ». Voilà tout. Une étiquette dorée, brillante, étouffante. Dans les couloirs de l'Élysée, elle avait grandi entourée de conseillers, de protocoles, de chauffeurs, de regards qui ne demandaient jamais ce qu'elle voulait vraiment. On lui avait appris à sourire, à se taire, à remercier, à ne jamais faire de vagues. Mais personne ne lui avait appris à vivre. Lui s'appelait Chen Weilin. Il venait d'une famille modeste du sud de Taïwan. Son père réparait des machines agricoles, sa mère vendait des fruits sur un marché local, et lui avait obtenu une bourse pour venir étudier l'histoire urbaine à Paris. Pour lui, la France était un pays presque mythique. Un pays de livres, de révolutions, de cathédrales, de cafés remplis d'intellectuels, de rues où l'on pouvait débattre de tout jusqu'à minuit. Il avait imaginé Paris comme un décor de cinéma, mais dès son arrivée, la réalité l'avait frappé au visage, les couloirs étouffants du RER, les files d'attente interminables à la préfecture, les loyers absurdes, les grèves, les regards froids, les vendeurs pressés. Et cette manière très française de dire « ce n'est pas possible » avant même d'avoir écouté la question. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que beaucoup d'étrangers arrivent en France avec des rêves. Certains repartent déçus, d'autres repartent amoureux, mais presque tous finissent par comprendre que la France n'est pas un pays facile à aimer. Elle demande du temps, de la patience, parfois même une forme de douleur. Elle vous repousse d'abord, puis elle vous laisse entrer par une petite porte, discrètement, sans prévenir. Leur rencontre eut lieu un soir de mars, à la sortie d'une réunion d'accueil pour étudiants internationaux à la Sorbonne. La pluie tombait sur le quartier latin, fine et glaciale. Weilin, perdu avec son plan sur son téléphone, cherchait la rue de son foyer universitaire. Il ne comprenait pas encore bien les indications françaises, surtout quand 3 personnes différentes lui donnaient 3 directions opposées avec une certitude absolue. Élise l'observait depuis quelques minutes. Elle portait un manteau sombre, une écharpe beige, des lunettes discrètes, et surtout un faux calme qui cachait une fatigue immense. Elle aurait pu passer son chemin. C'est ce qu'elle faisait d'habitude. Mais quelque chose dans l'air trempé, dans le visage désemparé de ce garçon étranger, lui rappela sa propre solitude. Elle s'approcha, ouvrit son parapluie et lui demanda en anglais, avec un accent français très net. « Vous êtes perdu ?» Weilin leva les yeux, surpris. Il vit une jeune femme élégante, mais pas arrogante. Une personne qui semblait appartenir à Paris sans vraiment vouloir que Paris lui appartienne. Il sourit timidement. Un peu. Je cherche la maison internationale. Mais je crois que je tourne en rond depuis 20 minutes. Elle rit doucement. Ce rire, simple, presque enfantin, le rassura immédiatement. Alors vous avez déjà commencé votre formation française. Ici, se perdre fait partie de l'intégration. Elle l'accompagna jusqu'à son foyer. En chemin, elle ne lui donna pas son vrai nom complet. Elle se présenta seulement comme Élise, doctorante en histoire culturelle. Elle lui dit qu'elle avait grandi à Paris, qu'elle connaissait les quartiers où les touristes ne vont pas, les cafés où l'on peut rester 3 heures avec un seul expresso sans être jugé, les librairies où les livres sentent la poussière et la liberté. Elle ne parla pas de sa famille. Elle ne parla pas de l'Élysée. Elle ne parla pas de son oncle, président de la République. Ce soir-là, Weilin ne vit pas une femme célèbre. Il vit une Parisienne étrange, douce, un peu mélancolique, qui marchait sous la pluie comme si elle voulait disparaître dans sa propre ville. Et cela, pour Élise, fut un choc. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait sans calcul. Sans intérêt. Sans peur. Sans ambition. Les semaines suivantes, ils se retrouvèrent souvent. Elle lui montra Paris autrement. Pas seulement la Tour Eiffel, pas seulement le Louvre, pas seulement les vitrines de luxe où les touristes photographient des sacs qu'ils ne peuvent pas acheter. Elle l'emmena chez un boulanger du 11e arrondissement qui connaissait tous ses clients par leur prénom, dans un petit restaurant ouvrier près de Belleville, sur les quais de Seine au moment où les bouquinistes fermaient leurs boîtes vertes. Dans une librairie du quartier latin où le propriétaire corrigeait la prononciation française des étudiants étrangers avec une sévérité presque théâtrale. Weilin découvrait un autre pays. Une France moins parfaite, mais plus vivante. Il fut surpris par les contradictions. Les Français se plaignaient de tout, mais défendaient leur pays dès qu'un étranger critiquait une boulangerie. Ils parlaient de liberté à chaque coin de rue, mais semblaient prisonniers de procédures administratives kafkaïennes. Ils se disaient rationnels, mais pouvaient débattre pendant 40 minutes pour savoir si un croissant devait être plus croustillant ou plus beurré. Pour lui, c'était à la fois épuisant et fascinant. Un soir, dans un café de la rue Mouffetard, il osa lui dire ce qu'il pensait vraiment. Avant de venir,
Je croyais que la France était élégante, romantique, presque parfaite. Maintenant, je vois qu'elle est compliquée. Parfois dure. Parfois injuste. Mais aussi incroyablement humaine. Je ne sais pas comment expliquer. Élise le fixa longtemps. Elle avait entendu des milliers de discours sur la France. Des discours officiels, des slogans, des analyses politiques, des phrases toutes faites sur le rayonnement culturel. Mais jamais quelqu'un ne lui avait parlé du pays ainsi, avec autant d'honnêteté. Tu viens de décrire la vraie France, dit-elle. Pas celle des brochures. Celle qui blesse et qui console dans la même journée. À partir de ce moment-là, leur relation changea. Ce n'était plus seulement une amitié entre une Française mystérieuse et un étudiant étranger curieux. C'était un lien plus profond. Wellin aimait sa façon de parler des rues comme de personnes vivantes. Élise aimait son regard neuf sur un pays qu'elle croyait connaître par cœur. Il lui posait des questions simples, mais terribles. Pourquoi les Français ont-ils peur de dire qu'ils sont heureux? Pourquoi tant de beauté coexiste-t-elle avec tant de colère? Pourquoi un pays qui parle autant d'égalité accepte-t-il encore autant de mépris social? Ces questions la troublaient. Parce qu'elles étaient justes. Au printemps, Paris changea de visage. Les terrasses se remplirent, les arbres du Luxembourg reprirent vie, les passants devinrent soudain moins hostiles. Un samedi, Élise proposa à Wellin un pique-nique au bord du canal Saint-Martin. Elle avait apporté une baguette, du fromage, des fraises, une bouteille de limonade artisanale et des sandwichs préparés elle-même. Lui arriva avec un petit dessert taïwanais qu'il avait cuisiné dans la cuisine commune de son foyer. Ils mangèrent assis sur une couverture, entourés d'étudiants, de familles, de musiciens amateurs, de gens qui fumaient trop et riaient trop fort. Wellin regarda autour de lui, puis murmura. C'est étrange. Ici, ce n'est pas luxueux. Ce n'est pas parfait. Mais je crois que je comprends pourquoi les gens tombent amoureux de la France. Élise sourit. Pourquoi? Parce qu'elle donne l'impression que la vie peut être discutée, goûtée, contestée. Chez moi, on travaille beaucoup, on pense à l'avenir. Ici, les gens ont l'air de se battre pour avoir le droit de vivre maintenant. Cette phrase resta gravée en elle. Ce soir-là, au coucher du soleil, il lui avoua ses sentiments. Pas comme dans les films, pas avec de grandes déclarations ridicules. Il baissa les yeux, nerveux, puis dit simplement. Élise, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Et ça me fait peur, parce que je ne suis qu'un étudiant étranger. Je n'ai pas de richesse, pas de réseau, pas de certitude. Toi, je sens que tu viens d'un monde différent. Elle sentit son cœur se serrer. Il avait raison. Mais il ne savait pas à quel point. Moi aussi, je t'aime bien, répondit-elle d'une voix tremblante. Mais oui, nos mondes sont différents. Il crut qu'elle parlait de nationalité, de langue, de culture, de distance. Il ne savait pas qu'entre eux se dressaient aussi les grilles de l'Élysée, les services de sécurité, les journalistes, la politique, et tout ce que la République peut avoir de plus froid lorsqu'elle entre dans la vie privée d'une femme. Ils s'embrassèrent ce soir-là, près de l'eau, pendant que Paris devenait doré. Pour Wellin, ce fut le moment où la France cessa d'être un pays étranger. Pour Élise, ce fut le moment où elle comprit qu'elle ne pourrait plus longtemps mentir. Pendant l'été, leur amour devint plus intense. Ils passaient des journées entières ensemble. Elle l'aidait avec ses textes en français, il lui faisait découvrir des plats taïwanais dans de petits restaurants du 13e arrondissement. Ils comparaient les marchés français et les marchés asiatiques, les habitudes familiales, les silences, les pudeurs, les colères. Wellin lui confiait ses angoisses, peur d'échouer, peur de ne pas trouver de poste après ses études, peur d'être toujours considéré comme un étranger même s'il parlait français, même s'il aimait la France avec sincérité. Élise l'écoutait, mais chaque confidence lui faisait mal. Lui se livrait entièrement. Elle gardait le secret le plus lourd. Un jour, alors qu'il travaillait dans son petit studio étudiant, il emprunta son ordinateur pour consulter un article académique. Une notification apparut à l'écran. Un message provenant d'une adresse officielle liée à l'Élysée. Wellin fronça les sourcils. « Pourquoi tu reçois des messages de l'Élysée ?» Le silence tomba. « Brutal. A pay. » Élise referma l'ordinateur trop vite. Le geste était plus suspect que le message. « Ce n'est rien. Une histoire de famille. » Une histoire de famille avec l'Élysée? Elle voulut mentir, encore une fois. Dire qu'elle connaissait quelqu'un, qu'elle avait fait un stage, qu'il s'agissait d'une erreur. Mais les mots se bloquèrent. « Je t'expliquerai. Pas maintenant. » Wellin ne cria pas. Il ne demanda pas davantage. Mais quelque chose changea dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère. C'était pire, de la méfiance. À partir de ce jour, un froid discret s'installa entre eux. Ils continuaient à se voir, à sourire, à s'embrasser, mais une question flottait toujours dans l'air. Qui était-elle vraiment? En septembre, Élise invita Wellin à passer un week-end dans la maison familiale en Normandie, loin des caméras et de Paris. Elle voulait lui montrer une partie plus intime de sa vie, mais sans tout révéler. Là-bas, il découvrit les falaises, la pluie salée, les repas interminables, le cidre, les discussions familiales où tout le monde parlait trop fort en prétendant écouter.
Il fut touché par cette France rurale qu'il ne connaissait pas. Une France de villages, de volets bleus, de cimetières anciens, de boulangeries fermées le lundi sans explication. Pour lui, ce voyage fut une révélation. La France n'était pas seulement Paris. Elle était faite de territoires, de mémoires, de familles parfois dures mais profondément attachées à leur terre. Il dit à Élise, devant la mer. Je comprends mieux maintenant. Les étrangers parlent toujours de Paris, mais la France est beaucoup plus vaste que Paris. Peut-être que les Français eux-mêmes l'oublient parfois. Elle rit, mais cette phrase la toucha. Il voyait son pays avec une clarté que beaucoup de Français n'avaient plus. Le dernier soir, il lui prit la main. Je t'aime. Je sais que tu me caches quelque chose. Je ne sais pas si c'est grave, mais je le sens. Je ne veux pas te forcer. Seulement, si tu veux que je reste dans ta vie, j'ai besoin de savoir quelle vie c'est. Cette fois, elle pleura. Elle voulut tout dire. Elle voulut dire. Mon oncle est le président, j'ai grandi dans l'ombre du pouvoir, je suis surveillée, protégée, commentée, utilisée. Elle voulut dire. J'ai peur que tu ne m'aimes plus moi, mais mon nom. Elle voulut dire. Je suis fatiguée d'être un symbole. Mais elle ne réussit qu'à murmurer. Un jour, je te dirai tout. Ce jour arriva plus vite qu'elle ne l'imaginait. En octobre, pour l'anniversaire de Wellin, elle commença à perdre le contrôle. Elle réserva une table dans un restaurant beaucoup trop cher, lui offrit une montre ancienne achetée chez un antiquaire, et oublia que son personnage de doctorante ordinaire ne pouvait pas se permettre ce genre de cadeau. Wellin resta poli, mais son visage se ferma. Le lendemain, il lui demanda calmement. « Élise, qui es-tu ? Vraiment ?» Elle comprit qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Elle l'invita dans un café discret près du jardin du Luxembourg. Il pleuvait encore, comme le premier jour. Elle arriva sans maquillage, sans bijoux, presque tremblante. « Je vais tout te dire. Et après, tu décideras si tu veux encore me voir. » Elle parla longtemps. Elle lui révéla son nom complet, son lien avec le président, son enfance entre les murs officiels, les gardes du corps, les dîners où les sourires semblaient négociés à l'avance, la peur constante d'être utilisée. Elle expliqua pourquoi elle avait voulu vivre anonymement, pourquoi elle avait laissé croire qu'elle n'était qu'une étudiante parmi d'autres. Weylin resta silencieux. Son visage ne montrait ni admiration ni fascination. Seulement une tristesse profonde. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? » « Parce que j'avais peur que tu changes, que tu ne me regardes plus comme Élise, que tu vois seulement mon nom. » Il baissa les yeux. « Je comprends. Mais moi, pendant tout ce temps, j'ai cru que la personne que j'aimais me faisait confiance. Et maintenant je découvre que je ne connaissais même pas le monde dans lequel elle vivait. » Ces mots furent plus douloureux qu'une accusation. Parce qu'ils étaient vrais. Il se leva, paya son café malgré son insistance, puis dit. « J'ai besoin de temps. » Pendant 2 semaines, il disparut presque. Il répondit peu aux messages. Élise vécut ces jours comme une punition. Elle découvrit alors ce que beaucoup de gens ordinaires vivent en silence. L'attente, l'incertitude, la peur d'être abandonnée sans pouvoir rien contrôler. Aucun privilège, aucun nom, aucune relation ne pouvait forcer quelqu'un à aimer encore. Lorsqu'ils se revirent enfin, Wellin avait l'air épuisé. « J'ai beaucoup pensé, dit-il. Au début, je me suis senti humilié. Je me suis demandé si j'étais juste une parenthèse exotique dans ta vie protégée. Un étranger pauvre que tu aimais parce qu'il te faisait sentir normal. » Élise reçut cette phrase comme une gifle. « Ce n'est pas ça. Je sais. Maintenant, je le sais. Mais j'ai dû me poser la question. Parce que la France, Élise, je l'aime, mais elle me rappelle chaque jour que je ne viens pas du même endroit que les autres. Et avec toi, ce décalage devient énorme. » Il marqua une pause. « Pourtant, quand tu es avec moi, je ne vois pas l'Élysée. Je vois la fille qui m'a aidée sous la pluie. La fille qui connaît les meilleurs croissants de Paris. La fille qui pleure quand elle parle de liberté. » Elle pleura en silence. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » demanda-t-elle. « On essaie. Mais plus jamais de mensonges. » À partir de ce moment, leur relation devint plus difficile, mais plus vraie. Élise lui présenta officiellement certains proches. Les services de sécurité durent être informés. Wellin dut accepter qu'un amour avec elle ne serait jamais complètement privé. Il détestait cela. Il avait l'impression d'être évalué, observé, presque classé. Étudiant étranger, famille modeste, avenir incertain. Dans certains regards, il lisait une question non dite. Que vient-il faire ici ? Cette violence-là, beaucoup d'étrangers en France la connaissent. Pas toujours brutale, pas toujours visible, mais constante. Une façon de rappeler à quelqu'un qu'il doit justifier sa présence, son accent, son ambition, son amour même. Et c'est là que cette histoire devient plus grande qu'une simple romance. Elle parle de la France, de ses grandeurs et de ses contradictions. Un pays capable d'accueillir les talents du monde entier, mais aussi de les fatiguer avec une suspicion permanente. Un pays qui célèbre l'universel, mais qui demande souvent aux étrangers de prouver qu'ils méritent d'y participer. En décembre, Élise dut assister à une réception familiale à l'Élysée. Elle voulait que Wellin l'accompagne.
Il accepta, mais avec une peur visible. Je vais avoir l'air ridicule. Non. Élise, je viens d'une famille qui vend des fruits sur un marché. Je vais dîner avec le président de la République. Jasmine, tu n'as rien à cacher. Tu as travaillé pour arriver ici. Tu es plus digne que beaucoup de gens qui naissent déjà assis à table. Cette phrase le bouleversa. Le soir de la réception, l'Élysée brillait d'une beauté presque irréelle. Lustres, doors, tapis épais, uniforms, murmurs controls. Wellin se sentit immédiatement étranger, plus étranger que jamais depuis son arrivée en France. Il parlait français, oui, mais pas le français des salons. Il connaissait l'histoire de France, oui, mais pas les codes invisibles de ceux qui se reconnaissent entre eux en une demi-seconde. Le président, l'oncle d'Élise, l'accueillit avec courtoisie, mais son regard était lourd. Il posa des questions sur ses études, sa famille, son projet professionnel, son avenir. Rien d'impoli. Tout était même parfaitement correct. Mais Wellin comprit qu'il ne s'agissait pas d'une conversation. C'était un examen. Après le dîner, Élise fut appelée dans un bureau. Son oncle parla sans détour. Il a l'air sincère. Mais votre monde est trop différent. Tu crois vivre une histoire d'amour, mais tu portes un nom, une responsabilité. Tu ne peux pas faire comme si cela n'existait pas. Élise sentit la colère monter. Je ne veux pas passer ma vie à demander la permission d'aimer. Ce n'est pas une question de permission. C'est une question de réalité. Alors regardons la réalité. Je suis plus heureuse avec lui que je ne l'ai jamais été dans ce palais. Quand elle sortit, elle trouva Wellin sur un balcon, face à Paris. La ville brillait, superbe, indifférente. Il ne se retourna pas tout de suite. C'est magnifique, dit-il. Mais je crois que ce monde n'est pas fait pour moi. Elle lui prit la main. Mon monde, ce n'est pas ce bâtiment. C'est toi. Il sourit tristement. Tu dis ça ce soir. Mais un jour, tu pourrais regretter. Le lendemain matin, il avait disparu. Sur la table de l'appartement, une lettre. Je t'aime. Mais je ne veux pas être celui qui te force à choisir entre ta famille, ton pays, ton nom et moi. Je retourne à ma vie. Peut-être que c'est ça, t'aimer vraiment. Élise sentit le sol se dérober. Elle appela. Pas de réponse. Elle courut à la gare, à l'aéroport, contacta ses amis. Trop tard. Il avait pris un vol pour Taipei. Ce départ fit exploser quelque chose en elle. Pendant des jours, elle refusa les invitations, les appels, les obligations. Pour la première fois, son oncle la trouva non pas comme une nièce rebelle, mais comme une femme brisée. Il resta silencieux longtemps, puis dit. Va le chercher. Elle leva les yeux, stupéfaite. Tu es sérieux? Je me suis trompée peut-être. Je voulais te protéger. Mais on ne protège pas quelqu'un en l'enfermant dans une vie qui ne lui ressemble pas. 2 jours plus tard, Élise prit l'avion pour Taïwan. Sans escorte officielle visible. Sans communiqué. Sans protocole. Juste une femme qui traversait le monde pour retrouver l'homme qu'elle aimait. Mais cette fois, le récit ne devait plus être celui d'une Française découvrant l'exotisme de l'étranger. Non. Cette fois, c'était aussi l'histoire d'un étranger qui avait vu la France de l'intérieur, qui avait aimé sa beauté, souffert de ses barrières, et qui devait décider si ce pays pouvait devenir une partie de sa vie sans l'écraser. Elle le retrouva dans sa ville natale, après des heures de recherche. Il marchait seul sur une petite route, près des champs. Lorsqu'il la vit, il resta figé. « Pourquoi tu es venu ?» Elle courut vers lui. « Parce que tu es parti avec la mauvaise conclusion. Tu as cru que tu devais disparaître pour me libérer. Mais c'est l'inverse. Depuis que je t'ai rencontré, je respire. » Il détourna le regard. « Et la France? Ton nom? Ta famille? » La France ne disparaîtra pas. Mon nom non plus. Mais je refuse de croire que l'amour doit toujours perdre face au protocole. Il la regarda longtemps. Puis il la serra dans ses bras. Pas comme dans un conte parfait. Pas comme si tous les problèmes étaient réglés. Mais comme 2 personnes qui acceptaient enfin de ne plus fuir. Les mois suivants furent consacrés à construire un pont entre leurs mondes. Wellin termina sa thèse. Élise commença à travailler dans un institut culturel franco-asiatique, loin du rôle décoratif qu'on voulait parfois lui imposer. Ils vécurent entre Paris et Taipei, apprirent à négocier les langues, les familles, les traditions, les maladresses. La famille de Wellin découvrit la France autrement, non pas comme un musée, mais comme un pays de marché, de trains en retard, de fromages impossibles à expliquer, de voisins parfois froids mais capables d'une fidélité surprenante. La famille d'Élise découvrit Taïwan à travers lui, la pudeur, la patience, le sens du sacrifice, la chaleur des repas simples. 2 ans plus tard, ils organisèrent leurs fiançailles dans un jardin en Normandie. Les parents de Wellin étaient présents. Le préside aussi, mais cette fois sans posture officielle. Il s'approcha de Wellin et lui dit « Merci d'avoir rendu ma nièce plus libre. » Wellin répondit, avec son accent encore visible. « Elle m'a rendu plus courageux. » Leur mariage eut lieu l'été suivant, dans une cérémonie mêlant tradition française et taïwanaise.
Il y eut du champagne et du thé, des macarons et des gâteaux de riz, des discours trop longs et des larmes sincères. Certains médias tentèrent d'en faire un scandale mondain. La nièce du président épouse un étudiant étranger modeste. Comme si l'amour devait respecter les classes sociales. Comme si la République, qui grave l'égalité sur ses bâtiments, devait s'étonner quand quelqu'un ose la prendre au sérieux. Mais le public, lui, réagit autrement. Beaucoup de Français furent touchés par l'histoire. Des étrangers vivant en France écrivirent à Welin pour lui dire qu'ils se reconnaissaient dans son regard, l'amour du pays, mais aussi la fatigue d'être toujours testé. Des Français écrivirent à Élise pour lui dire qu'ils avaient oublié à quel point leur pays pouvait être intimidant vu de l'extérieur. Et c'est peut-être là que cette histoire prit une dimension inattendue. Parce qu'au fond, Welin avait révélé quelque chose que les Français n'aiment pas toujours entendre. La France fascine, mais elle impressionne trop. Elle attire, mais elle ferme parfois les portes. Elle parle d'universalisme, mais elle exige souvent que l'autre se transforme avant d'être accepté. Pourtant, lorsqu'elle s'ouvre vraiment, lorsqu'elle accepte d'être regardée sans maquillage, elle peut devenir l'un des pays les plus bouleversants du monde. 10 ans ont passé. Élise et Welin vivent entre Paris et Taipei. Leur fille parle français, mandarin et un peu de taïwanais. Elle connaît les contes de Perrault et les histoires que sa grand-mère raconte au marché. Elle mange des crêpes en Normandie et du riz préparé par ses grands-parents à Taïwan. Elle grandit dans un monde où l'identité n'est pas une prison, mais une maison avec plusieurs fenêtres. Un soir, sur un balcon parisien, alors que la ville brillait au loin, Welin demanda à Élise. « Tu n'as jamais regretté? Tu aurais pu avoir une vie plus simple dans ton monde. » Elle rit doucement. Plus simple, peut-être. Plus vrai, non. Il regarda la scène, les lumières, les toits, cette France qui lui avait d'abord fait peur et qu'il avait appris à aimer sans illusion. Moi non plus, je ne regrette pas. La France m'a parfois blessée. Mais elle m'a aussi donné toi, une famille, une voix, un endroit où je peux exister sans renier d'où je viens. Voilà pourquoi cette histoire dérange. Parce qu'elle refuse les frontières faciles. Elle refuse l'idée qu'un étranger doit rester spectateur de la France. Elle refuse aussi l'idée qu'une Française née dans les cercles du pouvoir ne puisse aimer qu'à l'intérieur de son rang. Elle montre une France imparfaite, parfois arrogante, souvent épuisante, mais capable de se laisser transformer par ceux qui viennent d'ailleurs. Et peut-être que c'est cela, la vraie grandeur d'un pays. Pas seulement ses palais, ses monuments ou ses discours, mais sa capacité à être vue par des yeux étrangers, critiquée, aimée, bousculée, puis agrandie par cette rencontre. L'histoire d'Élise Beaumont et de Chen Welin est pas seulement une romance entre la nièce d'un président français et un étudiant taïwanais modeste. C'est le récit de deux mondes qui auraient dû se méfier l'un de l'autre, mais qui ont choisi de construire un passage. C'est la preuve qu'un pays n'appartient pas seulement à ceux qui y sont nés, mais aussi à ceux qui l'aiment assez pour en voir les défauts et rester malgré tout. Et dans une époque où l'on parle sans cesse d'identité, de frontières, de déclassement, d'étrangers, de privilèges et de peur, cette histoire laisse une question brûlante aux Français eux-mêmes. Quelle France voulons-nous montrer au monde? Une France qui impressionne de loin mais intimide de près? Ou une France assez forte pour accueillir, écouter, changer, et aimer au-delà des murs invisibles qu'elle a elle-même construits? Élise, elle, a choisi. Welin aussi. Et leur choix continue de raconter, silencieusement, qu'entre deux cultures, il n'y a pas forcément combat. Parfois, il y a une maison à inventer.